Notre talk show en forme de revue de la semaine se poursuit avec notre invité politique ce soir, Mark Miller, avocat, député libéral de Ville-Marie, le Sud-Ouest, Île-des-Sœurs depuis les élections de 2015 et ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté dans le cabinet de Justin Trudeau depuis le mois de juillet 2023. Bienvenue parmi nous officiellement, Mark Miller. Mark, on vous a vu jeudi soir dans une vidéo publiée par le compte officiel Facebook de votre premier ministre, Justin Trudeau, alors que Connor McDavid, on l'a entendu dans la revue de la semaine de Jean-Philippe Cipriani 2 fois plus qu'aucune, donnait la victoire au Canada contre l'équipe américaine dans un match, on le sait, aux allures de confrontation géopolitique. Alors, vous aviez l'air vraiment contents tous les deux. Là. Vous vous êtes embrassés de joie. Oui. Ben moi, ce qui m'a marqué, c'est que moi, j'ai sursauté genre 2 secondes avant tout le monde. Donc, j'ai encore mes réflexes de gardien de but. J'ai tout vu d'avance. Est-ce que vous avez été gardien de but oui. dans votre jeunesse? Ce que je voulais faire immédiatement quand j'ai vu le but, c'était de donner la citoyenneté canadienne à Austin Matthews pour avoir laissé Connor McDavid libre devant le but, comme il a fait. Mais je ne suis pas un baveux, puis je ne suis pas aussi baveux que toi. Peut-être, mais vous êtes un peu baveux, on va le voir. Je suis pas mauvais gagnant. Oui. Juste après la victoire, Justin Trudeau a publié sur X le message suivant. Vous ne pouvez pas prendre notre pays, mais vous ne pouvez pas prendre notre sport. Qu'est-ce que ça représente dans le contexte actuel, cette victoire, Mark Miller? Il y a une force symbolique, on en a l'impression. C'est sûr. Là. Puis dans le meilleur des mondes, on ne mélangerait pas politique et sport, mais ça remonte à longtemps que les sports représentent le symbole national de puissance puis de capacité d'être fier de ce qu'on est. Il y a eu des guerres en Amérique du Sud autour de matchs de soccer. Donc, c'est pas nouveau que ça remonte à cette confusion sport-politique. Mais c'est sûr que le hockey, c'est dans les tripes pour tous les Canadiens. Puis, on a vu depuis plusieurs décennies, plusieurs autres pays, que ce soit la Suède, la Finlande, les États-Unis, la Russie, se rapprocher de la qualité des joueurs canadiens. Puis, il y a toujours ce réflexe, chaque fois qu'on perd, même si on gagne la médaille d'or, de questionner notre sport national. Oui, mais de gagner, c'était super. Ben oui, parce qu'on parle du contexte. Tout est une question de contexte. C'est baveux, le tweet de M. Trudeau, là, de dire « Vous ne pouvez pas prendre notre pays, vous ne pouvez pas prendre notre sport ». Ça fait référence à tout ce qui est en train de se passer, Mark Miller. Là. Ben, je pense que d'où la joie, je crois. La joie d'avoir gagné. Oui. Les deux équipes ont super bien joué. On a vu un Binnington incroyable. Moi, je regarde le talent des gardiens de but, surtout parce que j'ai joué à la position. Oui, vous vous projetez un peu. Il s'est dépassé visiblement, puis je pense que l'équipe lui en doit une. Oui. Mais dans le contexte, c'est vrai. M. Trump parle à outrance, puis c'est devenu assez tannant qu'il parle du 51. C'est quelque chose qui ne va jamais arriver. Mais ça devient tannant, mais ce que les gens doivent savoir, c'est que c'est sérieux, son affaire. Il lande les ressources naturelles du Canada, puis le territoire lui-même. C'est un gars qui est dans le real estate, donc c'est sa façon de penser. Mais c'est sérieux, son affaire. C'est une distraction aussi, mais il ne faut pas penser que c'est pas sérieux. Oui, c'est ce que M. Trudeau a dit le 7 février dernier, alors qu'il ne pensait pas qu'il était filmé, capté par les caméras de CBC, du Toronto Star. Tout le monde l'a bien entendu. Là. Il faut le prendre au sérieux. Il s'intéresse à nos ressources naturelles. Jusqu'à quel point vous êtes inquiet au cabinet de ces déclarations-là? Bien, je pense que... inquiet. Je pense qu'on est assez sûr de notre affaire que ça n'arrivera jamais. Jamais, mais jamais au Canada. Puis, il faut se tenir debout. C'est ce que le premier ministre fait. Mais quand c'est notre allié principal, notre allié économique, politique, même émotionnel au plan géopolitique le plus proche, deux de mes enfants sont nés aux États-Unis, ça frappe fort. Puis, on se demande, c'est-tu la façon de traiter notre meilleur ami puis notre allié politique, géostratégique le plus important? Puis la réponse, c'est non. Donc, en même temps, ce qu'on voit depuis plusieurs semaines, c'est qu'une certaine fierté envers le Canada que moi, je n'ai pas vu, peut-être au début de la COVID, mais que je n'ai pas vu depuis très, très, très longtemps. Oui. Puis ça me donne chaud au cœur. Moi, je suis allé à Washington, puis je ne suis pas la personne la plus reconnue puis reconnaissable, mais Vous êtes allé récemment à Washington? Oui, il y a une couple de semaines, mais dans l'aéroport, les gens venaient me voir pour dire « Vas-y, go get him, on est derrière toi ». Puis c'était beau à voir. Puis... Les Américains qui venaient vous voir? Non, des Canadiens. Ah oui. Les Canadiens, les Américains s'en foutent pas. Mais anyway, c'était beau à voir, puis c'est pas quelque chose que je vois souvent.
Puis ça se répète avec tous les ministres puis tous les gens qui sont impliqués dans la négociation. Ils sont fiers de voir leur gouvernement leur représenter puis se tenir debout pour le Canada. On peut dire que la donne politique a complètement changé, bien sûr, parce qu'on vous accueille alors que... On peut même dire qu'il y a eu des tournures rocambolesques là, à la politique depuis l'élection de Donald Trump le 5 novembre dernier. Ces fameuses menaces d'imposer des tarifs sur les exportations canadiennes aux États-Unis, avec en premier lieu, souvenons-nous, quand même, ça va tellement vite qu'on a tendance à l'oublier, là, comme prétexte, un meilleur contrôle des frontières, avec un mensonge éhonté de la part de M. Trump. Là. À la clé, ce qu'il a raconté pour justifier ces tarifs, d'abord, c'est le problème que le Canada est une passoire pour les immigrants et le fentanyl vers les États-Unis. Tout le monde a fait comme si c'était une réalité en réagissant. Là. Pourquoi on a cédé à ces demandes de renforcer la frontière, de nommer un tsar du fentanyl, alors qu'on sait très bien, Mark Miller, qu'on n'a pas ces problèmes-là, que c'est minime, en fait? Pourquoi on réagit de cette façon-là, en premier lieu? Bien, de un, j'ai malheureusement pas le luxe de ne pas les prendre au sérieux quand ils font ces déclarations. C'est sûr aussi que dans ma position, il y a des enjeux au Canada qui sont dans notre cycle. On peut toujours s'assurer que la frontière soit moins perméable. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien. Puis je ne veux pas dire que tout se passe bien au Canada, mais c'est sûr que comparativement, par exemple, au Mexique... C'est pas un enjeu majeur. C'est pas un enjeu majeur. Mais je pense qu'on peut quand même faire un effort supplémentaire. Ne serait-ce simplement pour assurer nos amis. Le problème, c'est pas nous, c'est eux. C'est eux qui... C'est sûr que quand on regarde comment le fentanyl est distribué, ça se manufacture aux États-Unis, puis ça coûte 40 fois moins cher qu'au Canada de le faire. Donc, puis c'est souvent des ressortissants américains qui amènent le fentanyl à l'intérieur des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trafic de drogue, qu'il n'y a pas des usines de fentanyl au Canada. Puis je pense qu'avec la crise des opioïdes, on se doit de sévir. Puis moi, ce que je regarde de ma perspective, c'est toujours d'agir dans l'intérêt national des Canadiens. Donc, m'assurer que les gens qui viennent au Canada sous un visa touriste, par exemple, puis qui se précipitent à la frontière par la suite, il faut que ça arrête. J'ai pris des mesures il y a 6 mois. Pourquoi ça a pris ça, M. Miller? On est en droit de vous le demander là, pour que vous réagissiez. Si vous dites qu'il y a vous avez des préoccupations, qu'il y a des problèmes, il a fallu des menaces de la part de Donald Trump pour qu'on même pas si on voit les résultats aujourd'hui, en décembre, diminution de 89 % de gens qui traversent la frontière du nord au sud, c'est parce que j'ai pris des mesures au mois de juin, parce que ça prend du temps pour que les mesures marchent. C'est sûr qu'il faut toujours répondre de façon sérieuse à notre allié principal avec lesquels on fait 80 % de nos transactions commerciales. Même quand il y a ce qu'il faut faire aussi, c'est... il faut les éduquer aussi. Mais ce qui m'a frappé un peu aux États-Unis, c'est le fait que les États-Unis ne pensent pas très souvent à leur frontière du Nord. Puis il y a un processus d'éducation qui doit se faire, de rééducation, de renforcement du message qui doit se faire auprès que ce soit des sénateurs, que ce soit des membres du cabinet de M. Trump. Il y a une certaine ignorance de ce qu'est la réalité au Canada, de ce qu'est la réalité de la frontière, notre frontière du Sud, la frontière du Nord. J'ai dit très clairement à M. Homan que vous êtes un exportateur net de demandeurs d'asile au Canada. C'est pas la réalité à la frontière du Mexique. Il n'y a pas des gens des États-Unis qui se précipitent au Mexique, mais c'est l'inverse. Donc, peu importe le flux nord-sud qui existe, que moi, je dois enrayer d'une certaine façon, il faut qu'on s'assure que les États-Unis empêchent les gens qui quittent leur pays de façon irrégulière le fasse moins à la frontière du Canada parce que ça pose problème. Je ne devrais pas avoir de problème avec le processus d'immigration aux États-Unis et puis eux, ils ne devraient pas avoir de problème avec la façon dont on fait les choses. Ils ne devraient pas avoir d'opinion. Mais la réalité, c'est qu'en gérant la frontière la plus sûre au monde, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'échange de l'information. Mais ça change la culture ambiante. Tout le monde devient méfiant. Tout le monde agit. Les menaces, en fait, ont créé des tensions d'abord au cours des premières semaines. Là. Dès le mois de décembre, vous avez réagi de façon assez spectaculaire au propos de M. Legault. Mark Miller, c'était le 13 décembre, alors qu'il proposait qu'on emploie l'armée pour sécuriser la frontière. Je vous cite. Ce qu'on voit malheureusement avec certains premiers ministres, c'est que ce sont des mangeux de POC. Alors, une allégorie de hockey, encore ici, qui commence à prendre l'attention. C'est décousu comme approche. Alors, on en vient à votre petit côté baveux. Là. Vous l'avez avoué d'ailleurs à notre collègue, la journaliste Mélanie Marquis de La Presse en juin dernier. Là. Vous avez dit que vous étiez un peu baveux, Mark Miller. Est-ce que c'est être baveux, ça, de dire que... J'avais un ami français de France qui voulait savoir si je bavais, littéralement, parce qu'il ne comprenait pas l'expression. Il ne comprenait pas ce que ça... J'ai rassuré que je n'avais pas la rage. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été baveux avec M. Legault? En fait, je ne visais pas de dire...
mangeux de POC, j'ai dit que ça patinait un peu sa bottine. C'était décousu. L'approche, je pense qu'il profitait du fait que le premier ministre paraissait faible dans les circonstances avec tout ce qui se passait au sein de notre caucus. M. Ford, qui prenait beaucoup de place, disait un peu n'importe quoi. M. Legault de son bord, Scott Moe de son bord aussi. Alors, je visais tous les premiers ministres en disant, si on est une équipe, il faut qu'on se passe la POC. Et il faut qu'on travaille ensemble. M. Trump profite du fait qu'il joue les gens comme une marionnette, même au sein de son propre cabinet, et auprès des gouverneurs au sein des États-Unis. Donc, dès qu'il voit quelque chose de décousu, c'est lui qui en profite, puis c'est les Américains qui en profitent. Alors, de grâce, nom de Dieu, qu'on se mette ensemble, qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'on ait le même message aux États-Unis. Quand on fait des délégations aux États-Unis, ça ne doit pas être à l'emporte-pièce. Il faut que ça soit uni, il faut que ça soit le même message. Puis, très franchement, les premiers ministres des provinces qui ont une opinion un peu différente du message national, bon, ben, qui se le gardent. Parce que ça peut... Non, mais honnêtement, ça peut affecter... c'est des jobs, en fin de ligne. On parle de notre intégrité économique, des flux commerciaux. C'est des gens qui vont se faire... des gens qui vont devoir... qu'on va se faire virer si jamais on a des tarifs de 25 %. Bien sûr, il y a des centaines, il y a des milliers d'emplois en jeu, c'est évident. On a aussi assisté à la démission fracassante, bien sûr, de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, toujours dans le téléroman que l'on vit depuis l'élection de Donald Trump. Ça s'est passé le 16 décembre, alors qu'elle reproche à M. Trudeau des décisions, des dépenses irresponsables dans un contexte économique rendu fragile par les menaces de Donald Trump. Vous êtes un grand ami, Mark Miller, on le sait, de M. Trudeau depuis vos études au Collège Jean de Brébeuf à Montréal, il y a une quarantaine d'années. Comment vous avez réagi le matin du 16 décembre? Il est 9 h le matin et on reçoit cette lettre de démission fracassante, très dure à l'égard de M. Trudeau. Là. Comment vous réagissez, vous? Là, je réalise, ça fait 40 ans que je connais le... Oui. C'est un vieil ami, je me sens vieux. Quand même 50 ans. On s'est connus à 11 ans. Oui, vous avez fait le tour du monde ensemble après vos études universitaires. Bon. Oui, c'est un gars que je connais très bien. On est des proches amis. On se considère meilleurs amis. C'est quand même un collègue professionnel aussi. J'ai dû créer cette relation avec lui. Donc, je me devais lui donner ma meilleure opinion politique, professionnelle. Ce matin-là, vous faites quoi? Est-ce que vous lui parlez? Est-ce que vous lui parlez rapidement? J'allais le voir. Là. Justement, on avait une rencontre du cabinet juste avant l'énoncé. C'était quasiment un énoncé économique d'hiver. C'était supposé être en automne, mais il y a eu certains délais. Donc, c'était sûr dès ce moment-là que l'énoncé économique n'allait pas être livré par Mme Freeland. Donc, vous allez voir M. Trudeau, vous lui dites quoi? Oui, puis lui, il réagissait au cabinet brûle-pourpoint. Il se posait beaucoup de questions. J'étais allé le voir. Question de voir comment il se sentait. Puis de lui donner mon opinion professionnelle que je garderai le plus secret. Comment il se sentait? Je pense qu'il se sentait mal parce qu'elle avait démissionné. Elle était prête à donner l'énoncé d'automne qu'elle avait rédigé de sa propre plume. Donc, le timing était très, très, très mauvais, pour être poli. Et dans ces circonstances-là, quand on a une démission d'un ministre, mais surtout ministre des Finances, on pense d'abord à la stabilité du pays. C'est ça à quoi il pensait. Il dit, je peux pas démissionner maintenant. C'est sûr qu'il était de toute façon en période de réflexion. Il fallait qu'il continue sa période de réflexion, mais sa réflexion principale cette journée-là, c'était la stabilité du pays dans le contexte d'un ministre des Finances qui démissionnait. Donc, vice-première ministre. Et vice-première ministre, justement. Donc, trouver quelqu'un qui prendrait la place, même de façon provisoire, à Chrystia. Ils ont évidemment vite trouvé Dominique Leblanc, un gars qui... un autre ami de longue date de M. Trudeau, d'ailleurs. Oui, mais qui a un poids politique important aussi. Là. Il a sa propre crédibilité. Donc... Pourquoi vous ne voulez pas nous dire ce que vous lui avez dit? Le temps a passé quand même, les choses se sont placées parce que autrement. c'est le serment que je fais en rentrant au cabinet. On est curieux quand même. Oui, je sais. Parce qu'il était à l'écoute de votre opinion. Dans une quarantaine d'années, quand je serai plus ici. Mais c'est sûr que c'est un défaut, puis c'est pas un défaut, mais le premier ministre a toujours réfléchi à l'impact de sa prise de décision sur le Canada. Et quand on lui donne des avis, même ceux qui peuvent être un peu sorciers, puis un peu dans son intérêt propre au lieu de dans l'intérêt du pays, c'est quelque chose qui l'écarte immédiatement du revers de la main. Je dirais pas que c'est moi, je pense que c'est un côté positif de sa personnalité, mais c'est quelqu'un qui réfléchit sur sa prise de décision sur le Canada. C'est la raison pour laquelle il a démissionné le 6 janvier.
Il n'avait pas vraiment le choix, je crois, hein, de démissionner le 6 janvier. janvier. On l'a critiqué de plusieurs choix. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Il aurait pu, par exemple, déclencher des élections immédiates. Il y a plusieurs options qui existent, mais penser immédiatement à la stabilité. Et donc, la raison pour, en partie, la prorogation d'une séance du Parlement qui était en sclérose totale depuis l'automne. Il n'y avait rien qui fonctionnait depuis l'automne dernier. Oui, avec le sabotage qui existait à l'intérieur de la part des conservateurs. Mais bon, c'est la situation dans laquelle on se trouve, mais c'était pas une semaine facile. Ah, bien, c'est clair. Et puis, tout le monde a fait son procès pendant les 3 semaines entre la démission de Mme Freeland et l'annonce de sa propre démission le 6 janvier. Mais souvenez-vous qu'il y avait 3 semaines auparavant, les gens lui reprochait d'avoir d'y aller trop vite pour dire qu'il restait, tandis que là, on lui reprochait de prendre trop longtemps. Donc, honnêtement, avec des vacances de famille, Noël, puis sa fête, on peut lui donner de l'espace pour une décision si importante. Parmi les critiques qu'on a fait à son gouvernement pendant ces fameuses 3 semaines, et on les fait encore aujourd'hui, là, je lisais Michel David dans Le Devoir qui dit, bon, c'est un gouvernement mou, erratique. On lui reprochait beaucoup d'être déconnecté, d'être entouré d'amis. Vous faites partie de cette garde rapprochée-là. Est-ce que vous avez fait partie du problème, Mark Miller? Si on admet qu'il y avait un problème avec une garde rapprochée composée de gens qui sont très proches de lui, avez-vous l'impression que ça pouvait faire partie du problème, de la nature de son pouvoir? C'est bizarre, puis ça peut sembler peu crédible, mais honnêtement, dans ma carrière politique, j'ai gardé une certaine distance professionnelle justement pour respecter cette hiérarchie qui existe au sein du cabinet du premier ministre, puis pas donner les impressions sont très importantes en politique, de ne pas donner aux gens cette impression qu'il y a du favoritisme. Alors, les conseils politiques que j'ai donnés dans les 3 dernières semaines, c'est le plus de conseils que j'ai donnés en 10 ans, honnêtement. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent, mais je ne me sentais pas partie de sa garde rapprochée. C'est sûr que quand ça commence à barder, j'essaie d'y parler, puis de le conseiller comme ami, mais on parle très peu de politique entre amis, puis moi, je pense que c'est bon pour notre relation personnelle. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de critiques au sein envers le cabinet du premier ministre, puis parfois, c'est une façon par la bande de critiquer le premier ministre lui-même. C'est une personne introvertie. C'est une personne qui aime son temps personnel. C'est pas un temps qu'il a... il n'a pas l'occasion d'en profiter, à moins qu'il prenne des vacances ou qu'il s'isole totalement, parce que c'est une personne qui est très connue, très visible, très reconnaissable. Donc, c'est peut-être ça que M. David voit, mais je vois pas... Je reconnais pas cette critique. C'est sûr qu'il se fie sur une garde rapprochée de gens qui sont professionnels envers lui. Et y a-t-il de la jalousie de l'extérieur? Je dirais pas qu'il y avait une relation... Il y avait une relation très importante avec Mme Freeland qui s'est fracturée à la toute fin, mais elle, c'était pas une amie. Là. Donc, je pense qu'il se fie sur son cabinet de ministres qui ne sont pas ses amis, nécessairement. L'autre reproche constant qu'on fait à votre gouvernement, puis ça vient de partout, de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, de M. Legault, le PM du Québec, de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, c'est votre gouvernement qui a perdu le contrôle avec l'immigration. C'est le dossier épineux dont vous avez hérité, Mark Miller, en 2023, après votre passage au ministère Couronne autochtone. Bon, rappelons qu'en 2 ans, 2022-2023, c'est Sean Fraser qui est ministre de l'Immigration à l'époque. On a accueilli 900 000 nouveaux résidents permanents, 1,25 million de travailleurs temporaires. On a finalisé 2 millions de permis d'études, y compris les prolongations. Et au cours de la même période, près de 600 000 nouveaux arrivants sont devenus citoyens canadiens. Ça représente 5 millions de nouveaux arrivants dans un pays de 40 millions d'habitants en 2 ans, pendant une période de forte inflation puis de pénurie de logements. Le 21 décembre, dans un entretien accordé à la presse, vous avez dit « Le système fédéral manque de discipline ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Bien, c'est sûr, quand le premier ministre m'a muté des Affaires autochtones au ministère de l'Immigration, des Refugiés et de la Citoyenneté, il savait qu'il y avait un défi. La machine s'était surchauffée. C'est pas une critique qu'il n'y a pas de nuance dans tout ça, parce que sans immigration, sans nouveaux arrivants, il n'y aurait pas eu cette augmentation importante du PIB et le rajeunissement de la main-d'œuvre au Canada, dont fait face tous les pays de l'OCDE dans une situation comme nous. Donc, il y a du réussi dans ça. Il y a aussi
l'impact que ce volume a eu sur les services sociaux, que ce soit l'enjeu du logement, système d'éducation, etc. On a vu les critiques, mais il y a une richesse à cette immigration. Est-ce qu'on a tardé à fermer les vannes un peu? Oui, je l'ai admis. Mais le premier ministre savait, en rentrant, que j'allais serrer la vis. Donc, la première chose que j'ai faite, c'était de geler la résidence permanente. Ça, c'est du joyeux de notre système d'immigration. C'est les gens les plus qualifiés qu'on accorde la résidence permanente. Et de sévir dans ce domaine qui fouette moins le Québec que les autres provinces comme l'Ontario puis la Colombie-Britannique, mais des étudiants internationaux. Ça, c'était un système sans limite, où les gens rentraient parrainés par les universités, les collèges, et c'était quelque chose... C'est un train qu'il fallait absolument ralentir. Il est réduit de 45 % depuis ce temps-là, puis il y a beaucoup de réussite dans ce domaine-là, mais ça a pris des décisions difficiles. Ça fait en sorte que les gens qui sont ici de façon temporaire sont quasiment 7 % de la population canadienne, à comparer à des taux historiques de 3-4 %. Donc, il faut que ça réduise. La réduction, vous l'avez annoncée en octobre. Là. On pourrait se dire décision électoraliste, parce qu'on sait que ça va faire partie des thèmes forts des prochaines élections. On pourrait dire ça, que cette décision-là est venue juste au bon moment. C'était d'abord, pour moi, d'abord et avant tout, la réduction des résidents permanents de 20 % donc à des taux plus raisonnables. C'était d'abord une décision de principe et de rationalisation politique en regardant spécifiquement ce que le pays devrait avoir comme profil d'immigrants. On oublie parfois le degré auquel les économistes regardent l'augmentation de la population. Évidemment, dans des pays où c'est kiff-kiff, natalité, puis mort au pays. Il y a un vieillissement de la population qui est très important. Si on n'a pas d'immigration, on a un problème au pays, comme fait face la Corée du Sud et tant d'autres pays. Donc, on n'a pas nécessairement ce problème-là. Il y a peut-être une discussion à avoir sur le taux de natalité au Québec, dans le reste du Canada. Mais moi, ma préoccupation principale, c'est de m'assurer qu'on a un système d'immigration. Je vous vois réagir à taux de natalité, là. Qui est raisonnable. Dans quel sens, une discussion sur le taux de natalité? Il y a des propositions politiques qui vont dans le sens comment dire, d'inciter les femmes à faire plus d'enfants. On l'a entendu, ça. Oui, c'est ça. Ouais. Vous n'allez pas là, M. Miller, quand même. Rassurez-nous. Moi, j'ai 3 enfants, je me limite à ça. Bon, d'accord. Alors, depuis la démission de M. Trudeau, il y a une course à 2 candidats, surtout 2 candidats pour sa succession comme chef du Parti libéral, Chrystia Freeland, Mark Carney. Vous avez annoncé le 27 janvier dernier soutenir Mark Carney comme chef. Vous avez emboîté le pas à la plupart des ministres du cabinet de M. Trudeau, Stephen Guilbeault, Mélanie Joly. Pourquoi personne choisit Mme Freeland? Est-ce qu'on lui en veut pour ce qu'elle a fait à M. Trudeau? Mark Miller? Je ne veux pas me prononcer pour d'autres ministres qui ont leur propre opinion, mais ce n'est pas une question... Vous, pourquoi vous n'avez pas choisi Mme Freeland? C'est une question de préférence. Pour moi, il me semblait que je voulais d'abord m'assurer d'une chose très simple, très humaine, que Mark était parlable comme individu. C'est un gars qui a un CV hors pair. Mme Freeland n'est pas parlable? C'est pas une question de ça, c'est une question de préférence. Puis, selon moi, ça prenait un vent d'air frais au sein du Parti libéral, peut-être un coup de barre. C'est ça. Mark Carney, pas nécessairement aussi rodé que Chrystia au niveau de ses talents, en termes politiques. Oui, donc, il y a ses preuves à faire. Il y avait un CV impeccable, difficile à critiquer, mais je voulais savoir qui était parlable et puis qui avait les mêmes valeurs que moi sur 2 ou 3 dossiers, dont l'environnement, les enjeux autochtones et l'économie. Donc, c'est une préférence. C'est pas que j'aime pas Mme Freeland, mais ma préférence s'arrête à M. Carney. Mme Freeland, elle stipule que c'est le bureau de M. Trudeau qui tire les ficelles et qui favorise le candidat Carney. Elle l'a dit à l'émission de House sur les ondes de CBC. Pourquoi elle dit ça, à votre avis? Aucune idée, mais c'est pas le cas. C'est pas vrai? Pas du tout. Je pense qu'on impute une importance un peu trop grande au cabinet du premier ministre, puis les ministres ont à faire leur choix, puis c'est des choix qui s'arrêtent sur M. Carney en général, mais il y a des ministres qui la préfèrent aussi, donc ça justifie leur choix. Oui. Ils ne sont pas très nombreux, là. C'est les propos de M. Poilievre aussi. Il dit que Trudeau-Carney, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il n'y a personne qui va confondre M. Carney avec Justin Trudeau. C'est des types très différents, puis ça relève du ridicule. J'ai jamais été au sein du cabinet avec M. Carney, j'espère l'être, mais évidemment, c'est un peu ridicule juste en regardant ces 2 gens-là sont très différents. Je les aime tous les 2 pour des raisons différentes, mais c'est des gens assez différents. C'est regarder ce que M. Carney a fait au privé. Il n'a jamais été politicien. Il
pas nécessairement les mêmes priorités que M. Trudeau. Il dit qu'il va réduire là, le déficit en 3 ans. Notre collègue Gérald Filion, oui, je vous entends faire il est très dubitatif. Vous connaissez Gérald Filion, redoutable journaliste économique. Là. Il se demande comment M. Carney peut promettre ça sans couper dans les services sociaux, dans les programmes. Là. Oui, il va sabrer. Oui, parce qu'il va prendre c'est ça. Comment il va faire ça, Mark Miller? Bien, c'est sûr qu'il va falloir faire des compromis et puis des choix qui sont difficiles. Surtout avec les priorités, investissement dans l'armée canadienne, par exemple. Ça va prendre des décisions à ce niveau-là et des compromis. Je pense que la critique qui est assez juste envers notre gouvernement, c'est qu'on a essayé d'être tout pour absolument tout le monde. Dans le contexte de la COVID, je pense que c'était important. Dans les ajustements qu'on a fait par la suite, important aussi. Mais moi, je suis une personne qui pense que le gouvernement devrait investir dans les Canadiens, mais je pense qu'il va y avoir des compromis à faire. J'ai dû le faire moi-même dans mon propre département, en sabrant dans les emplois, justement, parce que la réduction des cibles de niveau d'immigration, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent moins au sein d'Immigration Réfugiés Canada. C'est difficile, des milliers de gens qui partent, mais ça va être des décisions qui vont être difficiles. Ça va être la gestion de la décroissance qu'on se tienne pour dire. Alors, est-ce qu'on va en élection dès le 10 mars? Honnêtement, aucune idée, puis je vous conseille pas de... Aucune idée? Oh, ça se peut pas que vous ayez aucune idée. Ben, ça se peut pas, ça. Moi, je vous conseille de ne pas croire qui que ce soit qui a une idée qui est arrêtée en ce moment. C'est parce vrai? que il y a des décisions à prendre. Est-ce qu'on peut avoir un deal avec l'NPD? Je le doute fort bien. On peut-tu avoir un délai d'1-2 mois pour que M. Carney fasse ses preuves? Lui, il laisse présager qu'il va aller en élection rapidement. Bien, ça se peut. C'est ce qu'il a laissé présager dans les entretiens qu'il a accordés à nos collègues. Là, au cours ce que je connais, la jours. décision n'est pas encore prise, mais ça se peut. Alors, pour réagir à cet entretien, c'est simple. Tout peut arriver à @radiocanada.ca ou encore la bulle de conversation sur l'application audio. Répondez aussi à la question, est-ce que la fibre canadienne vous habite? Oui, comme Mark Miller, notre invité. On le remercie énormément d'être avec nous ce soir. Merci, Mark Miller. À vous.